Je faisais des crises en fait, je me renfermais complètement. Okay. J'avais mes mains sur les oreilles et si on touchait ou quoi, je tapais ou alors je m'enfermais dans ma chambre et je me tapais la tête contre les murs quand ça allait pas. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%. 1% est un média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny, tu es venue avec Easy. Oui. C'est ton chien d'assistance, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'être venu depuis Paris pour cette interview. Oui. Jusqu'à Neuchâtel, c'est une aventure. Fanny, tu es fondatrice de l'association PowerDog. Vous éduquez des chiens. Oui. D'assistance. Oui, c'est ça. Pour les personnes en situation de handicap physique et aussi en troubles neurodéveloppementaux. Oui, c'est ça. On les forme dans des familles d'accueil pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, on les remet formés, où on adapte l'éducation par rapport à chaque personne. Et du coup, il est remis un peu en package, tout a appris. D'accord, c'est toi qui as créé cette association alors? Oui, c'est moi. D'accord, tu as fait ça quand? J'ai fait ça en 2023, c'est tout récent. J'aimerais un petit peu parler de ton parcours en général. L'autisme, ça impacte toute une variété de facettes de la vie, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sociale, etc. Et au fait, l'idée, ce serait de voir un petit peu tout ça ensemble et de pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour toi. À quoi ressemblait ton enfance et qu'est-ce qui a mené tes parents à vouloir te faire un diagnostic autistique? Toute petite, j'avais des choses un peu atypiques où on mettait beaucoup sur le compte de l'intelligence, où j'étais première de la classe. Quand mon père me grondait, il me disait j'avais aucune réaction faciale, comme si en fait je comprenais pas. Du coup, lui, ça l'énervait encore plus parce qu'il comprenait pas pourquoi je réagissais comme ça. Et après, au niveau social, c'était toujours compliqué où, pour être un peu intégrée dans la classe, je passais mon temps à me battre. Et en fait, quand on est en primaire ou maternelle, quand on se bat et qu'on gagne, on fait des amis, même si c'est pas vraiment ça. Et en fait, petit à petit, mes parents se sont dit qu'il y avait quand même quelque chose parce que au début, je cachais énormément. Et en fait, après, j'ai commencé à avoir plus de mal à cacher. Et vers mes 11 ans, je faisais partie d'une étude à l'hôpital Necker où il y avait une psychiatre spécialisée en autisme et une médecin, et c'était pour des douleurs inexpliquées chez l'enfant. Il m'avait déjà fait passer tout un tas de tests psychologiques, etc. Par exemple, mon QI était indéterminable. J'étais au maximum niveau vocabulaire, ils n'avaient jamais vu ça. Mais en même temps, au niveau de la mémoire, où on pensait que j'allais être meilleure, j'étais carrément en dessous de la moyenne. Enfin, plein de choses. Oui, c'était incapable de me donner un nombre. Et au final, quand elle m'a vue en crise, elle m'a pris à part. Elle a essayé de me parler, etc. Et après, elle a pris mes parents. Elle a dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose. On va faire des tests. Mais en fait, mes parents, ils connaissaient l'autisme avec déficience intellectuelle, mais pas l'autisme... Sans déficience intellectuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Sûr, ouais. Tu as été diagnostiqué ce qu'on appelait avant Asperger, j'imagine? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ok, donc maintenant c'est TSA. En fait, j'étais un peu toujours entre deux. Parce que j'avais des troubles du comportement d'un autisme sévère. Et à la fois, j'avais des choses d'un autisme plus léger. Et du coup, c'est pareil, ils ont dit à mes parents, comme elle n'a pas de déficience intellectuelle, Asperger, mais dans les tests, en fait, j'étais un peu partout, quoi. D'accord, donc en fait, c'est un résultat un peu... ça me surprend beaucoup qu'on n'ait pas pu déterminer... Qu'est-ce qu'on n'a pas pu déterminer de Mon QI. Mon QI, d'accord, ok. En fait, c'était tellement différent dans certains endroits ouais. que... Ils ont dit que j'avais un haut potentiel, mais de la donner un nombre... Tu m'avais parlé avant de crise. Oui. Ça se manifestait comment tes crises? C'était quoi? J'avais beaucoup de troubles du comportement. Ça pouvait aller de me taper la tête contre les murs ou me taper la tête avec les mains à me gratter jusqu'à 100 ou à taper autour de moi, etc. Et en fait,
plus maintenant, mais je faisais des crises en fait où, quand je me poussais jusqu'à bout, et ben en fait, je me renfermais complètement. J'avais mes mains sur les oreilles, et si on me touchait ou quoi, bah, je tapais, ou alors je m'enfermais dans ma chambre et je me tapais la tête contre les murs quand ça allait pas. Tu étais consciente de ça? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était complètement incontrôlable et puis genre t'avais un moment de... Comme un Bah, peu d'épilepsie en quelque sorte? alors, j'étais consciente, par exemple, de me taper la tête contre les murs, etc. Mais à ce moment-là, en fait, déjà, ça me faisait pas mal du tout. Ok. Et ça me faisait même du bien. Après, mon orthophoniste, etc., m'a dit que c'était proprioceptif, je crois, qui se rendait compte. Et d'ailleurs, c'est la première à m'avoir dit pourquoi vous vous tapez la tête. Mais en fait, je sais pas si c'était vraiment... Et je le ressens encore maintenant, où des fois, j'ai un besoin de... Quand ça va pas, de me taper la tête. Je sais pas si c'est pour remettre des idées en place ou quoi. Mais quand j'ai l'impression que ça explose dans mon cerveau, en fait, j'ai que cette réaction-là. Maintenant, je me contrôle. Mais avant, j'y arrivais pas. C'est un moyen pour toi d'extérioriser un petit peu la douleur que tu peux avoir à l'intérieur, par exemple, et de Ouais, vouloir la sortir d'une quelconque manière, c'est ça un petit peu? ouais, je pense que c'est un trop-plein quand j'avais sensoriel ou émotionnel, un trop-plein. Ouais. Bah, il fallait que je le sorte, quoi. Et après, tu avais des douleurs par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que c'était la vie était normale de nouveau? Non, j'ai aucune douleur quand je me tapais la tête. Après, j'avais rien du tout. Ok. D'accord. Après, je suis hyposensible à la douleur, donc je ressens très peu la douleur. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais quelques comment on dit, bagarres à l'école, Oui. c'est ça? Est-ce que ça, c'était aussi dû est-ce que quelqu'un éventuellement t'est touché ou quelque chose comme ça? Ou bien c'est juste si tu étais colérique, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a généré ça? Alors non, c'est parce que mon père était ceinture noire d'aïkido. Ouais. Et du coup, il nous a toujours en fait montré des techniques de respiration, mais aussi des techniques pour mettre au sol facilement quelqu'un en défense, etc. Du coup, tu t'entraînais sur tes Et, camarades. et du coup, en fait, quand les camarades du judo voulaient, parce que la prof de judo, en fait, en primaire dans mon école, disait aux enfants de s'entraîner sur les enfants de l'école. Quand ils voulaient essayer sur moi, je me défendais, quoi. Mais sauf que c'est moi qui gagnais. Ils viennent vers toi, ils te font un tacle arrière comme ça. Oui, dans les couloirs. les parents se sont beaucoup plaints, mais ils n'ont jamais compris pourquoi la prof de judo leur disait de faire ça. C'est incroyable, ça veut dire que en fait, c'est même pas les élèves, le problème, c'est les profs. C'est Oui, les oui. profs qui encouragent les Oui, élèves oui, à complètement. faire de l'aïkido sur les gens de l'école, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est rigolo. Et sauf qu'en me battant, comme les garçons et tout, ils voyaient que je gagnais, du coup, tout le monde me trouvait très stylée. Même si j'arrivais pas, j'avais beaucoup de mal à communiquer, puis j'avais des intérêts très très étranges. Et j'étais stylée, du coup. J'adore cette histoire. Elle Il est restait avec moi. Ok, mais c'est génial. Enfin, oui, c'est impressionnant. D'accord, ok. Mais c'était toujours dans les règles, genre, il y avait de la douleur là-dedans, mais est-ce que genre, c'était vraiment des fights, des vraies, Alors non. vraies raisons, mais c'était juste Alors, d'entraîner j'ai comme ça? toujours eu cette sorte d'empathie où, par exemple, quand je mettais à terre quelqu'un, je l'accompagnais dans sa chute. Je ne sais pas tomber direct. C'est gentil ça. J'ai jamais fait mal à quelqu'un. On m'a déjà fait mal, mais j'ai jamais fait mal à quelqu'un. Ok. Donc, petite pause. Le but était vraiment Aikido. juste de les faire tomber. Voilà. L'aïkido est pas là pour faire mal, D'accord, ni ok. pour c'est que de la défense. Et mon père, c'est ce qui nous a appris le but n'est pas de faire mal, c'est si tu dois te défendre, c'est juste de. Tu sais, si tu mets au sol quelqu'un, déjà il est un peu râleur. Oui, Il puis- va pas forcément y retourner, quoi. puis c'est important de l'accompagner aussi dans sa chute, quoi. Oui, voilà. De pas non plus. Bien sûr. Parce que sinon, ça aurait pas trop bien fait Ça dans fait mon mal. dossier scolaire. Laisse tomber les enfants. Sans les retenir avant qu'ils tombent. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça le Ah oui. problème. Déjà que j'étais souvent punie, mais là. Maintenant, là, tu me parles de ces crises. Qu'est-ce qui fait que maintenant, quand tu as de nouveau envie de faire une crise, ou typiquement, tu as envie soit de te gratter jusqu'au sang, ou bien de te taper la tête contre un mur, comment tu arrives à ne pas céder à cette tentation? C'est avec plein de thérapies, etc. J'ai d'autres méthodes qui fonctionnent. Ou maintenant, par exemple, des fois, quand ça va pas, j'arrive pas à le dire, et du coup, soit on a un geste, soit en fait, c'est carrément Easy, en fait, qui vient les chercher, en fait. D'elle-même, en fait, on lui a appris quand moi, elle sent que ça va pas, et que si elle me poque, donc elle va me taper avec son museau sur la cuisse, si je ne réagis pas, elle va chercher mes parents.
Ça veut dire que Izzy arrive à sentir en fait que tu vas faire une crise. Donc tu n'as pas encore fait ta crise, elle arrive à sentir que tu vas faire une crise. Ouais. Et soit elle arrive à te mettre le signe de danger en fait. Ouais, Le signalement, c'est qu'elle met son museau sur ta jambe. Ouais, c'est ça. Et si ça ne marche pas, elle va voir tes parents. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que En fait, elle a plusieurs étapes. Ok. Elle tape le museau sur la cuisse. Si ça marche pas, elle aboie. Okay. Et si même ça marche pas, elle va chercher mes parents ou quelqu'un. Donc ça te fait quand même 3-4 signaux qui te disent que ouais, c'est la crise. Tu as le museau, tu as l'aboiement, et puis si tu sais qu'elle est en train de partir, tu sais que là, tu as les parents. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis comment tu fais, genre, si tes parents sont pas là à ce moment-là, et puis que tu vas faire une crise? À ce moment-là, justement, elle m'amène mon portable. Elle t'amène ton portable? Ouais, mon téléphone. Mais il est où ton portable, maman? En fait, elle le cherche à l'odeur et elle le récupère. Soit elle va chercher le téléphone fixe. Okay. Maintenant, je crois qu'on est les seuls en France à avoir un téléphone fixe, mais c'est parce que c'est pour que Izzy ait toujours un téléphone qu'elle puisse récupérer. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce téléphone quand elle te donne le fait d'avoir ton téléphone vers toi, ça te en fait, elle me l'apporte et si vraiment là je fais comme si de rien n'était, pour rien faire de plus, quoi, c'est moi qui dois dire il y a un problème. Si on revient un petit peu sur ta vie professionnelle, oui. Tu es actuellement indépendante. En plus de ton association, tu as un magasin en ligne ou bien en physique? En ligne. En ligne, donc un e-commerce dans lequel tu vends en fait des accessoires pour chiens, c'est ça, pour chiens domestiques? Ouais, c'est ça, pour chiens domestiques, mais aussi les chiens d'assistance. Ok. Alors oui, il y a un truc vraiment qui m'intéresse beaucoup là-dessus, c'est que toi, donc, tu es HPI, hein? Oui. Ok, moi, je ne suis pas HPI. Est-ce que pour créer une activité en tant qu'indépendante, pour toi, c'est facile comme processus parce qu'il faut avoir une structure hein, quand tu travailles. Oui. Il faut savoir quelles sont les tâches qui vont venir à toi et comment tu vas les accomplir, etc. Est-ce que ça a été un processus qui était facile à mettre en place pour toi pour pouvoir vivre de cette activité indépendante? Alors non, ça a été long. Okay. Déjà, j'ai commencé en faisant... En juste pour déjà voir si ça me convenait, si ça allait le faire. En fait, à la base, je l'ai commencé comme un hobby, mais pas comme un futur travail. Comme ça me plaisait, que ça commençait à marcher, etc. En fait, je me suis fait accompagner. En France, on a la chance d'avoir ce qui s'appelle la GFIP. Pendant 3 ans, ils m'accompagnent, que ce soit pour créer l'auto-entreprise, pour demander des aides financières. D'accord, en fait, tu as une entité qui t'aide en fait dans ton travail. D'accord, c'est super. J'ai régulièrement, et si j'ai besoin, en fait, j'ai régulièrement des appels avec ma conseillère. Par exemple, s'il faut mettre en place des aménagements, etc., elle va être là. J'ai un atelier dans ma maison. D'accord, ok. Et pour essayer d'aménager les choses, par exemple, ce qui était compliqué au début, c'était de gérer les commandes, parce que j'avais un peu tendance à faire ce qui me plaisait d'abord, le plus. Et au final, maintenant, j'ai trouvé des méthodes pour avoir une bonne ligne. Où en fait, le soir, quand je vais me coucher, en fait, je me dis, ok, demain, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Et je me fais vraiment toutes les étapes dans ma tête. Pour les journées un peu plus difficiles, je vais me les noter pour vraiment les avoir en tête. Tu notes tes rendez-vous, tu notes quoi? Tu notes les tâches que tu vas devoir accomplir? Ouais, c'est ça. Tu arrives à avoir un flux où tu vois en fait les choses qui sont à faire, celles qui sont en train d'être faites. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir être à jour avec là où tu en es. Ouais, c'est ça, j'ai tout. Après, par exemple, si je me dis, aujourd'hui, je fais 2 commandes, en fonction aussi, moi, de mes douleurs ou de ma fatigabilité, des fois, je vais pouvoir faire qu'une seule commande. Okay. Mais déjà, j'arrive à passer outre ce qui était compliqué avant. Ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est de savoir dire stop et savoir aussi jauger si c'est pas trop pour moi les choses. Comment tu arrives à jauger ça? C'est avec l'expérience et puis... On a mis en place avec ma neuropsychologue et ma psychologue un emploi du temps avec un code couleur en fonction de ce que ça me coûte en énergie, chaque truc. On a convenu que, par exemple, il fallait pas plus de temps, par exemple, de rouge par semaine. Et à chaque fois, il faut pas plus de temps, de ça, etc. Et du coup, je sais, des fois, j'ai tendance à tenter un peu trop, quitte à me prendre les pieds. Mais souvent, là, ça va en ce moment, j'arrive bien à gérer
l'emploi du temps, etc. D'accord. En fait, tu arrives à millimétrer ton travail pour que tu arrives à avoir les meilleures performances possibles. C'est ça. Tout en respectant ton corps et ton esprit. Ouais, c'est ça. Sans me mettre à bout, je sais que même si j'ai pas fini mon travail à 17h, je m'arrête. Alors que c'est déjà arrivé des fois qu'à 2h du matin, j'étais encore en train de travailler parce que j'aime ça. Mais sauf que après, j'ai pas le temps de pause, etc. Et puis le lendemain, je me réveille beaucoup plus tard et puis je me décale facilement. Ça arrive très très vite. Oui, un peu trop vite. Comment s'appelle ton site pour... Alors moi, je fais exclusivement sur Instagram pour le moment. Ok. Et c'est Loustic & Co. Ok, donc vous, là, qui regardez cette vidéo, vous saurez où acheter vos accessoires pour chiens domestiques. Hein. Voilà. Voilà, donc je mettrai le lien aussi dans la description pour que les gens puissent y accéder. Et puis, c'est quel genre d'accessoires? Je fais des colliers, des laisses, des bandanas. Ouais. Ça va être soit des bandanas pour faire joli, soit aussi des bandanas avec écrit, par exemple, pour les chiens sensibles ou pour les chiens peureux. Et je fais aussi des gilets, que ce soit pour les chiens d'assistance. Ou aussi, j'ai beaucoup de demandes de gens, en fait, pour leurs chiens qui sont peureux, sensibles ou quoi, parce que les gens font pas vraiment attention. Et du coup, pour que ça soit vraiment bien marqué sur eux, qu'il faut pas trop les approcher pour leur bien-être. Pourquoi avoir créé PowerDog? J'ai créé parce que j'ai vu que, en fait, j'ai eu beaucoup l'ancienne éducatrice de Easy, qui était une éducatrice de chiens guides, déjà m'a poussé énormément dans éduquer des chiens d'assistance, en me disant que j'avais vraiment un truc, etc. Et que pour elle, il y avait quelque chose à faire. Et en fait, à chaque fois, je me disais non, c'est pas possible parce que je suis en fauteuil, etc. Qu'à l'heure actuelle, en France, la seule façon d'avoir un chien d'assistance pour un adulte avec un trouble du neurodéveloppement, ça va être soit de former son chien en formation par le bénéficiaire. Donc ça veut dire qu'on a le chien chiot et qu'on le forme avec une association, avec plus ou moins de suivi, etc. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un chien, oui, en étant autiste, et c'est moi qui vais devoir lui apprendre avec l'aide d'un éducateur, mais c'est très coûteux en argent, c'est très coûteux en temps. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et du coup, aussi, il y avait un vrai problème où en France, il n'y a aucune association qui forme des chiens pour la mobilité, où le chien, en fait, va aider la personne à marcher un peu à la place d'une canne. Aux États-Unis, c'est très, très connu, c'est très, très répandu. Et du coup, en fait, j'ai un peu voulu allier les deux, parce que souvent, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a soit des pathologies associées qui font qu'il y a des problèmes de mobilité, etc., soit des problèmes sensoriels. Par exemple, quand la lumière elle est trop forte, les gens ne vont pas être en capacité de bien voir et du coup vont avoir besoin de guidage comme un chien guide et être vraiment complémentaires aux associations qui existent déjà. Comment ça se passe pour pouvoir adopter un chien avec ton association? Alors déjà, il faut avoir une CMI. Donc c'est la petite carte que donne la MDPH pour nous en France. Je ne sais pas si en Suisse... Alors, j'ai aucune idée, j'avoue que je connais pour pas le coup, sur les chiens d'assistance, je ne m'y connais pas bien en Suisse. Mais en tout cas, en France, il faut avoir la CMI. Donc, c'est une petite carte que fournit la MDPH. Ils ne la fournissent pas à tout le monde. Donc, il faut la demander. On peut nous contacter avant d'avoir cette carte-là pour qu'en fait, on étaye la demande. Je ne sais pas comment ça se dit bien. On mette un petit mot dans le dossier MDPH pour dire, voilà, la personne a besoin d'un chien d'assistance. Mais pour avoir ce chien-là, il lui faut la CMI. Si la personne a déjà cette CMI, elle peut nous contacter. Nous, pour le moment, on ne remet que dans les environs de la région parisienne pour pouvoir assurer un bon suivi derrière, une fois la remise du chien faite. Mais on aimerait bien petit à petit s'étendre sur la France pour pouvoir remettre de plus en plus. Il faut nous contacter via le site internet ou via l'Instagram. On peut accepter pour les enfants. Et par contre, on n'accepte pas quand il y a des troubles du comportement qui peuvent toucher le chien. Donc, par exemple, je sais que moi, ça m'est arrivé moi-même petite, quand j'avais mon chien, il voulait m'aider.
Mais en fait, je l'ai repoussé violemment. Il n'a pas été blessé, rien. Il est revenu tout de suite. Et je m'en suis voulu beaucoup. En fait, ça m'a carrément déconnecté de la crise d'avoir fait ça. Mais c'est vrai qu'on évite de remettre des chiens pour des enfants qui pourraient faire, sans le vouloir, en fait, du mal aux chiens. Tu m'avais dit que tu travaillais avec Disneyland Paris aussi? Alors oui, en fait, on collabore justement en tant que personne autiste un peu cachée. On a fait une formation pour les cast members, donc pour tous les gens qui travaillent là-bas. Moi, comme j'ai plusieurs handicaps qui se regroupent, avec moi, ils ont pu faire un tour de plusieurs handicaps. Comment réagir face à quelqu'un d'autiste qui est en crise, savoir réagir avec quelqu'un avec un chien d'assistance. Parce que à Disney, c'est déjà très bien encadré, c'est déjà très bien. Il y a déjà eu quelques petits soucis. Et du coup, justement, pour que tous les cast members en fait, soient au courant des bonnes marches à suivre pour chaque chose. Et aussi, j'ai mon orthophoniste et ma psychologue qui travaillent avec Disney aussi pour l'accessibilité des personnes autistes à Disney. Et entre autres, ils ont réussi à créer un petit livret qu'on peut demander à la mairie de Disney, qui s'appelle le livret bleu. Dedans, ça regroupe par exemple toutes les attractions au niveau sensoriel, ce que ça fait, et aussi la possibilité sur le site internet, par exemple les enfants non-verbaux ou quoi, d'avoir des pictogrammes pour Disney. Donc en fait, tu arrives avec ton profil à pouvoir permettre de rendre le site beaucoup plus accessible pour toute personne qui soit sans fauteuil roulant, soit si elle a un autisme. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as une relation qui te satisfait, qui t'épanouit avec tes parents? Alors oui, beaucoup. J'ai cette chance énorme où mes parents étaient tout de suite dans la compréhension. Et il y a eu une petite phase un peu compliquée au tout début du diagnostic. Mais maintenant, en fait, c'est devenu très, très sain. Et je suis très bien encadrée et ils savent comment réagir, comment ne pas réagir, etc. Enfin, quand je suis chez moi, je me sens bien et bien entourée et j'ai vraiment beaucoup de chance et tout va bien. Est-ce que tes deux parents sont aussi autistes ou pas forcément du tout? Alors, il y a ma mère, non. Mon père, tous mes professionnels de santé disent qu'il est autiste. Il n'est pas diagnostiqué et il ne ressent pas le besoin d'être diagnostiqué parce que en fait, il s'est adapté et tout. Mais c'est vrai qu'il a énormément de traits de l'autisme. Il y a des chances que ton père soit autiste aussi, mais il n'y a rien qui a été prouvé. Cliniquement prouvé. C'est ça. Ok, d'accord, ouais, d'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sentent être sur le spectre et puis qui ne voient pas forcément l'intérêt de le faire, le test. Lui, il a 52 ans, il se dit, je me suis bien adapté toute ma vie. S'il se fait diagnostiquer, il n'y a pas vraiment pour lui d'intérêt. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, lui, ce qu'il voit plus, c'est que du coup, moi, je le comprends mieux et lui me comprend mieux que, par exemple, ma maman ou quoi. C'est-à-dire que tu as une meilleure... Du coup, on arrive un peu à faire le lien chacun. C'est un peu votre c'est ça. Quand mon père est en crise, j'arrive à faire le lien avec ma mère pour lui expliquer, etc. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as des amis un petit peu aussi? Est-ce que tu as un cercle amical qui t'épanouisse? Est-ce que tu es plutôt introverti, extraverti? C'est quoi un petit peu ton caractère à ce niveau-là, côté vie sociale? Alors, je ne saurais pas dire mon caractère socialement. Peut-être un peu introverti. J'ai surtout 2 amis où vraiment je peux vraiment tout leur dire, etc. Et puis après, j'ai des amis, mais un tout petit peu plus loin, où je vais moi être à l'aise de dire plein de choses. Puis après, j'ai des connaissances. Tes amis, c'est un cercle principalement autour des syndromes autour du spectre autistique, ou bien est-ce que c'est pas forcément du tout le cas? Alors, tous mes amis sont autistes. Okay. Même ceux où je me suis dit, ah ça y est, j'ai un ami qui est neurotypique, se font diagnostiquer à chaque fois. Et du coup, là, pour le moment, j'ai aucun ami neurotypique. C'est un critère pour toi, ou est-ce que ça se fait naturellement comme ça? Non, c'est pas du tout un critère, ça se fait naturellement. Il y a plein de fois où on pensait que je m'étais fait pour la première fois un ami neurotypique, et puis au final, non. Il était neuroatypique. Mais c'est pas un critère dans mes amitiés. Pas que la personne soit autiste.
Attends, t'es pas autiste, sinon. Oui, non, c'est pas ça. D'accord. Quelle est ta vision par rapport au monde? C'est un peu une question vague et intéressante à la fois, dans le sens où le monde, il est quand même constitué de... comme je l'ai vécu personnellement toute mon enfance, le monde est normal, moi je suis pas normal en fait. Oui. Et je me demande pourtant, genre, comment est-ce que tu vois, est-ce que c'est typiquement au monde de s'adapter à toi ou à toi de t'adapter au monde? Comment est-ce que tu vois ça et comment est-ce que tu le vis? Petite, je pensais que c'était au monde de s'adapter à moi. Au final, je me suis rendu compte que j'étais tellement minoritaire par rapport au monde normal que en fait, c'était juste utopique. Et en fait, j'en ai eu un peu marre d'attendre et de subir constamment. Et du coup, maintenant, je fais tout pour m'adapter au monde. À l'extérieur de chez moi, je m'adapte au monde. Par contre, quand je suis chez moi, mes parents s'adaptent au mieux à moi pour que j'ai pas tout le temps à donner, mais que des fois je reçoive un peu dans ce sens-là. Dans le cadre familial, principalement, c'est ce que tu dis? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais à l'extérieur, c'est moi qui m'adapte pour le coup. D'accord, et puis ça te coûte en énergie, ça, de t'adapter comme ça, parce que c'est devenu naturel avec le temps? Alors, ça me coûte beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que ça me coûte moins. Ouais. Mais j'arrive vite à un point où je veux plus être sociale du tout, jusqu'à la fin de ma journée. Okay. J'ai l'impression que petit à petit, j'augmente de 1-2 minutes le temps social. C'est ça. La tolérance. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette interview? Quand il n'y a pas de choses qui sont faites pour nous, que ce soit quand on nous ferme les portes pour des formations, pour du travail, pour faire des choses, faut pas hésiter à les ouvrir nous-mêmes. Quand il y a une barrière devant toi, tu la pousses. Tu restes pas derrière à attendre. Après, je sais que tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas parce que tu voulais faire telle étude supérieure ou quoi et qu'ils t'ont dit non, ou que tu n'es pas en capacité de le faire, que tu peux pas faire autre chose qui te convienne aussi bien, voire mieux, et même que tu puisses créer toi-même. Comme on ne voulait pas dans le monde du travail, etc., j'ai créé mon propre travail. Est-ce que tu es épanoui dans la vie? Oui. Ouais. Oui, complètement. Ok, magnifique. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Je souhaite tout le succès avec ton e-commerce. Merci, puis bon courage à vous pour la suite du média, parce que ça commence déjà très bien, je trouve. Merci. Bon, on va le faire monter jusqu'à ce qu'il ne puisse plus monter. Oui. Comme d'habitude, trouvez ce podcast, ce média sur Instagram, sur Spotify, sur TikTok et sur YouTube. Il sera aussi disponible sur Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast en général. C'est juste ça prend un peu de temps de tout mettre en place, sachant qu'il faut du temps pour tout faire. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui avec Fanny. C'était une super rencontre à titre personnel dans le cadre de 1%. C'était super. Un magnifique modèle aussi de résilience vis-à-vis de son syndrome et de proactivité aussi pour pouvoir trouver un moyen de vivre de manière épanouie malgré un syndrome qui peut être vu comme une certaine pénalité dans une certaine mesure. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.